Installez-vous tout de suite. Je vais le présenter en attendant. Philippe Gazelle, je suis ingénieur technique à l'ACTA, basé à Lyon, donc pas trop loin, mais à Grapole, en charge des programmes de protection intégrée à l'ACTA, et plus particulièrement du site écophytomique, dont je vous montrerai quelques exemples ici à la connexion à la fin. Et on travaille en collaboration avec Plantes et Cités sur Ecophytopro aussi pour passer de l'information. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est de faire un tour d'horizon, surtout de définition, parce que des fois, on ne s'y retrouve pas, autour de la réglementation, des aspects du biocontrôle. Pourquoi on ne s'y retrouve pas? Parce que la réglementation, c'est une espèce de pâtisserie. On met un peu un millefeuille, on met des couches successives, mais on les cale mal. Donc, ça dégouline d'un côté ou de l'autre, et c'est très compliqué à appréhender. Donc l'objectif, c'est de vous aider. Comme je l'ai dit, il y a pas mal dans la présentation, il y a pas mal de liens vers des ressources, parce que c'est pas tout de comprendre, après il faut retrouver l'info. Donc de toute manière, je donnerai la version PDF qui contient les liens, et je pense que vous pourrez la récupérer par la suite. L'objectif, c'est de faire la présentation en continu, et puis s'il y a des questions à un moment. Mais s'il y avait vraiment quelque chose qui vous perturbe, n'hésitez pas. Alors, je tiens à représenter ce schéma qui est celui de la protection intégrée et 8 principes. Pour bien dire que le biocontrôle, toutes ces composantes, ne sont qu'une partie de la protection intégrée. Il faut vraiment être dans le schéma de cette protection qui commence par la prophylaxie et après des méthodes préventives. Et le biocontrôle ne se voit que comme une solution qui peut être intégrée dans ce schéma. On va voir, elle s'intègre à différents endroits et donc, suivant les types de solutions que l'on a. Alors, j'insiste aussi sur le principe numéro 1, puisque c'est la prévention. Le biocontrôle, c'est aussi un terme un peu moderne, mais qui est arrivé par nos amis anglo-saxons. On parlait souvent de lutte biologique, on parlait de biopesticides, ça fait pas très propre quelque part. Donc maintenant, on parle de biocontrôle. Mais vous voyez, le principe numéro 1, il parle aussi de lutte biologique par conservation. Il ne faut pas oublier que ça rentre aussi dans les principes de la protection intégrée et que c'est très important puisque dans la protection intégrée, il y a la notion de mécanismes naturels qu'il faut favoriser, qu'il faut essayer de maintenir dans son environnement. L'objectif, donc, et on verra que certains produits de biocontrôle font aussi attention par rapport à leurs effets potentiels, ceux qu'on place dans le biocontrôle. C'est pour ça que les définitions derrière sont importantes à préciser. Celle-là, c'est pour dire que le principe numéro 4, il dit qu'il faut privilégier les méthodes de lutte alternatives, et c'est là-dedans que le biocontrôle s'intègre. Donc, comme solution complémentaire. Alors, là, il y a un point important, c'est que le biocontrôle fait partie, quand on demande un usage, des produits phytopharmaceutiques. Et donc, va suivre, au départ, les mêmes règles qui ont été dictées par le règlement européen, et puis par donc, chaque État membre, décliné par chaque État membre. Donc, le principe de cette directive européenne en réglementation, c'est bien de revendiquer une action directe ou indirecte. Alors, indirecte, on pense aux stimulateurs de défense des plantes, dans lequel il y a des produits de biocontrôle, puisqu'on va retrouver des micro-organismes ou des substances naturelles, mais pas que, on va retrouver aussi des substances chimiques. Donc, on revendique une action sur des bioagresseurs. Dès que une firme propose un produit de protection des plantes avec un usage qui est clairement défini, on rentre dans ce cadre-là. C'est pour ça que le biocontrôle rentre là. Après, donc, si ce n'est pas, c'est la réglementation relative aux engrais. On verra que la frontière biologique entre certains produits, notamment substances naturelles, micro-organismes, ont des effets de biostimulation vis-à-vis des stress abiotiques et puis des effets aussi
de défense des plantes. C'est ça la complexité, c'est que la réglementation, elle tranche des choses que la biologie ne tranche pas. Mais, bon, donc, la demande, c'est vous revendiquez un effet, donc il faut suivre la démarche de protection, de mettre sur le marché d'un produit de protection des plantes. Après, la question, puisque on va voir le biocontrôle, il y a aussi les macro-organismes. Donc, dans les macro-organismes, vous avez bien sûr les insectes, les acariens, phytophages, prédateurs, les insectes prédateurs ou parasites. Et puis, les nématodes aussi rentrent dans cette catégorie. Si ce n'est pas un macro-organisme, vous entrez vraiment dans la réglementation des produits phytopharmaceutiques. Donc, le biocontrôle, toute substance qui demande une revendication qui peut être mise sur le marché en tant que produit qui doit suivre une certaine procédure. Et puis, on retrouve là-dedans les produits de synthèse. Si c'est un macro-organisme, il y a une loi depuis quelques années qui dit est-ce qu'il est indigène ou pas. Donc, ça demande des études complémentaires. S'il est indigène et reconnu comme tel, sans effet négatif, il est inscrit sur une liste, un CES, et il est. Mais il faut aussi faire un dossier d'impact si on n'a pas inscrit, pas le dossier d'impact, mais le dossier de présence sur le territoire d'un macro-organisme. On a fait, par exemple, un projet européen dans lequel on avait un macro-organisme développé par une entreprise espagnole. On n'a pas pu le tester en France, même parce qu'on n'a pas déposé le dossier. Donc on voit que déjà, ça fait une couche supérieure. Les produits de biocontrôle, il y a plusieurs catégories qui vont se retrouver dans la catégorie des produits phytopharmaceutiques. Et les macro-organismes vont suivre un autre schéma. Alors, vous voyez où ça se complique, c'est qu'il y a plein de définitions à donner. Le règlement européen d'approbation des substances dit que les substances chimiques de synthèse, les micro-organismes, les substances naturelles, les médiateurs chimiques doivent suivre l'approbation au niveau européen. Mais vous voyez, on entend parler de plein de définitions. On a parlé de biocontrôle, il se rajoute la notion de liste biocontrôle. On parle de PNPP, on parle de substances de base, on parle de substances à faible risque, de biostimulants, de SNUB maintenant, de stimulateurs de défense, des plantes SDP, on disait naturel avant SDN, c'était les défenses qui étaient naturelles, ce pas les stimulateurs, puisque dedans il y a des produits chimiques. Donc, et puis il y a l'agriculture biologique. Donc vous voyez que c'est là où je parle de couches successives, parce que ça commence à être compliqué. Donc, on va définir tout ça, et je ne sais pas si la connexion est bonne. Oui. On pourra voir où est-ce qu'on trouve l'info. La définition du biocontrôle a été donnée dans la loi d'avenir agricole de 2014 et intégrée donc, dans le code rural. Donc, elle sépare 4 groupes, les macro-organismes. Donc, on a vu que ça suit un schéma d'approbation différent. Et puis ensuite, donc, trois grands types de produits qui rentrent dans les produits phytopharmaceutiques, les micro-organismes, les médiateurs chimiques et les substances naturelles. Alors, on parle aussi de substances de base. Alors, la substance de base, c'est quelque chose qui est reconnu au niveau européen. Ce ne sont pas des produits phyto au départ. Vous voyez, ils n'ont ni d'effet nocif immédiat ou différé sur la santé humaine et animale. Parce que souvent, qu'est-ce que c'est? C'est des substances alimentaires pour lesquelles on trouve des effets intéressants. Donc, ça suit bien un règlement européen. Donc, il faut aussi une approbation au niveau de l'Europe. Cette approbation, elle est illimitée, par contre, après, alors que les substances sont révisées au cours du temps. Là, il y a une approbation illimitée. Et donc, on dépose des dossiers de substances de base. Mon collègue de l'UTAD, Patrice Marchand, fait un sacré boulot là-dessus pour que les substances soient reconnues. Et donc, ils ont créé un site. On va voir si ça fonctionne bien. Donc là, on arrive sur un article économique qui explique les substances de base. Et ensuite, donc, je ne vois pas.
ça. Voilà. Et ici, on a un accès au site. Donc là, on arrive sur le site développé par l'ITAB, qui va vous donner toutes les informations pour trouver quel usage on peut faire des substances de base. Ça va prendre du temps, par contre. Mais c'est important, au moins pour celui-là, de vous montrer, donc vous y êtes. Vous arrivez sur la page d'accueil. Et après, vous voyez, vous avez des fiches d'usage par filière ou des fiches. Ici, c'est les plans réglementaires. Si je fais ça. Bon. Voilà. Et donc, voilà. Et donc là, vous allez avoir toutes les substances de base qui sont autorisées en Europe, avec des fiches qui ont été faites par l'ITAB en français. Alors, vous voyez tout de suite qu'il y a un petit symbole AB, et puis après, on voit les usages. Attention, c'est très important, c'est qu'une substance de base, elle est approuvée pour un usage donné. Et après, vous allez avoir les caractéristiques de l'usage que vous allez pouvoir faire. Donc, vous voyez, quand on regarde un peu, il y a du sucre, il y a du vinaigre, il y a un extrait de saule, du fructose, encore un sucre, le lactosérum, le petit lait, le phosphate, de l'huile de tournesol, et ainsi de suite. Et vous voyez, en face, vous avez un usage. Et donc, ces usages sont aussi définis par filière. Et donc, vous pouvez aussi sortir une fiche filière. Donc, ceci qui est vraiment pratique. Alors, du coup, les PNPP, qu'est-ce que c'est? On dit que c'est des préparations naturelles peu préoccupantes. Là aussi, l'activité principale n'est pas phytopharmaceutique, mais utile, du coup, à la protection des cultures. En fin de compte, les PNPP, c'est une invention française qui a été rajoutée parce qu'à un moment donné, sur le terrain, vous voyez des purins d'ortie qui tournaient. Et donc, la France a dit, bon, ok, ça peut être une substance de base, ça c'est reconnu par l'Europe, mais toute préparation doit avoir une autorisation par l'État français. Puisque la substance de base, en fin de compte, c'est quelque chose que vous pouvez utiliser comme ça, donc il est précisé sous quelle forme, dilution et autres. Alors que le PNPP, c'est une préparation, donc on est sur un produit qui va être mis à la disposition du public et vendu. Alors que vendu souvent par une jardinerie, un revendeur, et ainsi de suite. Alors que la substance de base, vous allez à l'épicerie du coin et vous achetez votre vinaigre. Donc, vous voyez, l'activité principale, donc non phyto, mais à partir de substances de base ou de biostimulants, reconnus, puisque ça peut être aussi des PNPP, des engrais, élaborés exclusivement à partir d'un ou plusieurs éléments naturels non génétiquement modifiés, et obtenus par un procédé accessible à tout utilisateur final, parce qu'on peut donner aussi une recette de préparation que doit suivre le. Par contre, donc, vous n'aurez pas de numéro d'AMM si la préparation est vendue, vous aurez un numéro PNPP. Alors là aussi, il y a des liens qui sont donnés, donc je ne vais pas y aller pour. Vous arrivez sur l'article Écophytopie qui concerne les PNPP. Je vais parler plutôt des substances à faible risque, parce que ça, c'est important aussi. C'est un des dispositifs européens qui dit, finalement, on n'a pas besoin de créer une catégorie biocontrôle au niveau de l'Europe. Ça n'existe pas. Les produits de biocontrôle sont donc évalués comme les produits chimiques, parce qu'on estime que pour certains, il y a un risque potentiel. L'histoire nous le dit, si vous regardez, avant, on utilisait la nicotine, c'est naturel, c'est une substance naturelle, on utilisait le parophénol, produit naturel, mais classé très toxique. Donc, pour l'Europe, il n'y a pas de cloisonnement phyto-biocontrôle, on est sur les produits de protection des plantes, et d'un côté, vous avez les produits qui doivent suivre la démarche complète, et puis les substances à faible risque, les substances de base étant à part. Donc, les substances à faible risque fait partie aussi de ce règlement européen pour l'approbation des substances au niveau européen. Vous voyez, les critères d'approbation sont définis dans un règlement à part et sont beaucoup plus simples. Bon, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'à la fin, la liste actuelle ne comporte que des substances de biocontrôle, mais la réglementation accepterait aussi des substances chimiques de synthèse. Alors là aussi, on a un lien.
Vous arrivez sur cet article substance à faible risque. Bon. Voilà. Donc il y a un accès au site européen qui est en anglais. Voilà. Et vous allez pouvoir trouver, par contre, là vous avez toutes les substances, et on fait une recherche avancée. Et ici, vous allez voir le type avec les substances de base et les substances à faible risque. Et quand on regarde ces substances à faible risque, et voilà, vous voyez, c'est des micro-organismes, type Ampelomyces, Fiscalis, Bacillus, ou des substances naturelles, type cérélisane. Mais il y a beaucoup de micro-organismes, Polyethérium, le phosphate ferrique qui est utilisé contre les limaces, l'anaminarine qui est un extrait d'algue. Vous voyez, là-dedans, on a classé des substances qui ont été examinées au niveau européen. Donc, ces substances-là, on va souvent les retrouver en France dans la liste biocontrôle, les produits à base de ces substances. Les biostimulants, c'est complètement à part. Autant les produits de protection des plantes, c'est des produits contre les bioagresseurs. Les biostimulants, c'est des produits destinés à, vous voyez, à éviter les stress, souvent abiotiques. C'est aussi, vous voyez, ça permet l'efficacité de l'utilisation des éléments nutritifs. C'est différent quand même des engrais. Ça a des caractéristiques qualitatives. Non, ça améliore les caractéristiques qualitatives et la disponibilité des éléments. En France, ils font partie donc des matières fertilisantes et supports de culture. Et vous voyez, les SNUP, c'est des substances naturelles à usage biostimulant qui vont être aussi autorisées, puisque bon, il y a aussi la pharmacopée qui autorise des extraits de plantes ou des plantes qu'on peut utiliser dans ce cadre-là. Et à partir de juillet 2022, tout va être uniformisé au niveau européen, parce qu'il y a un règlement aussi de 2019 qui est sorti et qui va faire un marquage donc de ces des engrais, des biostimulants. Bon, là, il y a un client aussi. Alors, on a parlé des macro-organismes tout à l'heure. La liste des macro-organismes, elle a été introduite par décret et arrêté en 2012. Voilà. Et donc, l'arrêté de 2015 définit déjà une liste, puisqu'on a mis dans cette liste tous les macro-organismes qui étaient déjà sur le territoire et qui étaient déjà autorisés. À noter que pour la France, il y a quand même 9 zones, puisque la Corse est à part. Et puis, bien sûr, tous les territoires d'outre-mer sont des territoires dans lesquels il faut faire la même démarche à chaque fois. Donc, ça complique un peu les choses. Ce qui explique, nous, on a des collègues aux Antilles, entre Martinique et Guadeloupe, ils ne peuvent pas s'échanger des matériels comme ça. Et ils sont obligés de monter leurs unités de production d'auxiliaires, souvent sur place. Et donc, il y a un registre des avis macro-organismes. Bon, là aussi, vous avez un lien qui renvoie vers notre article et ensuite vers la liste des autorisés. Et puis, on arrive à la liste biocontrôle, qui a été introduite aussi par la loi d'avenir agricole. La première liste est parue en avril 2016, mais elle est remise à jour régulièrement, mensuellement, la plupart du temps. On attend d'ailleurs la suivante, là. Il y a des critères donc, qui sont basés sur leur statut réglementaire. On a vu tout à l'heure, il y a des substances à faible risque qui rentrent dedans, enfin, des produits à base de ces substances, donc la nature des substances, leur sécurité pour la santé et l'environnement. Là, il y a même 120 jours, donc les dérogations qui sont données parfois sur des produits ne permettent pas l'inscription sur la liste. Et puis, donc, il y a une stratégie nationale qui a été présentée en 2019 et qui va organiser tout ça. Alors, je reviens dessus. Donc là aussi, on met à jour cette information. Voilà. Ici. Alors, vous avez toute la liste des points. Alors, j'arrive pas à le passer. Là. Et là, pareil.
vous allez arriver directement sur le site du ministère, sur la dernière note de service, qui date déjà de mi-août, et qui vous donne donc toute la liste des produits sur la liste de produits. Donc il faut bien différencier, parce que tout à l'heure on va voir, vous avez certains droits pour les produits de biocontrôle et des droits supplémentaires pour des produits inscrits sur la liste. Et donc, vous voyez, dans ces produits, vous les avez classés par catégorie. Donc, on va retrouver les micro-organismes, les substances naturelles, et puis catégorie à part, on verra le jour qu'on peut. Je reste là. Pardon. Je ne sais pas ce que je vais faire. Oui, il va plus loin que ça. Donc la liste de contrôle, vous retenez. Et puis l'agriculture biologique, c'est encore autre chose. C'est-à-dire qu'un produit qui est de biocontrôle ou sur la liste biocontrôle, il n'est pas forcément classé AB et vice-versa. Donc c'est assez compliqué. Déjà, l'agriculture biologique refuse les herbicides. Vous n'aurez jamais un herbicide, pour l'instant, bien sûr, de biocontrôle. Et puis, par contre, vous avez des produits qui sont autorisés par l'agriculture biologique, qu'on ne trouvera jamais dans la liste de contrôle pour des critères tox ou écotox. Le grand exemple, le cuivre. Donc, qui est bouillie bordelaise, mais les pyrettes aussi, donc, ne se retrouvent pas dans cette liste de contrôle. Donc, il faut bien faire attention, il y a des produits qui sont là. Il y en a bien sûr nombreux qui sont communs, et puis il y en a qui sont uniquement à gauche. Après, il y a aussi une reconnaissance, une approbation au niveau européen des substances et donc des produits qui seront autorisés ensuite. Donc, ça suit aussi une procédure parallèle ou similaire, mais déjà la substance active soit approuvée au niveau européen. Alors c'est ça qui est aussi important, c'est des fois on oublie, un agriculteur qui est en agriculture biologique, il doit avoir un certificat et il peut avoir une IFT hors biocontrôle positive parce qu'il fait du cuivre ou des pyrettes ou des produits qui ne sont pas inscrits sur sa liste biocontrôle. Alors vous voyez, notre millefeuille il se situe un peu à droite, là aussi. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le biocontrôle, c'est tout sauf les substances chimiques. La liste AB, la liste biocontrôle, par contre, elle est plus restrictive, puisqu'elle en élimine quelques-uns, on l'a dit. La liste AB, elle ne se colle pas à la liste biocontrôle, donc c'est encore plus compliqué. Et par contre, vous voyez, il y a un petit point là que j'ai mis en haut, puisqu'il y a des produits AB ou des produits sur la liste biocontrôle qui sont quand même de synthèse chimique. Alors, c'est lié à leur usage. C'est des produits à base de deltamétrine, c'est quand même pas anodin, mais qui sont mis dans des pièges, donc aucun contact avec l'extérieur, et vous ne faites que du piégeage de masse avec. Donc avec un attractif alimentaire ou phéromone qui attire les bestioles, elles sont prises dans le piège, et puis la pyréthrinoïde fait le boulot d'éliminer la bestiole. Mais c'est le seul cas. Après, on l'a dit, les stimulateurs de défense des plantes, ça peut être tout ça, y compris les substances chimiques, bien sûr. Les substances de base, ça n'est que des substances naturelles, d'origine végétale, minérale ou animale. Les biostimulants, ça peut être aussi très large, y compris des molécules chimiques, mais ça ne se colle pas au règlement phyto. Les PNPP, c'est un peu à cheval, puisqu'il y aura des PNPP engrais, biostimulants avec des PNPP substances à base de substances de base, et puis les SNUB, donc, qui sont aussi de. Donc, vous voyez, c'est retrouvé un peu là-dedans. La deuxième partie, c'est pour voir qu'est-ce que ça donne, droit d'être inscrit sur ces listes ou ces définitions de biocontrôle. Alors, il y a eu la loi qui est loi Potier de 2017, et ça, c'est important, c'est que l'agrément pour une entreprise qui fait de l'application n'est plus exigé pour l'utilisation des substances de base et des produits
inscrits sur la liste biocontrôle, mais non classés TOX. Donc aucun symbole sur le produit. Alors, ça fait encore une troisième couche, hein, on a dit produit biocontrôle, liste biocontrôle et liste biocontrôle non classée. Donc là, plus d'avion, donc un paysagiste qui appliquerait que des substances de base ou des produits liste biocontrôle non classés, n'aurait pas besoin de son agrément. Et l'article 10, ça c'était surtout pour l'arboriculture, mais ça pourrait être aussi maintenant en maraîchage, puisqu'on l'utilise. Donc le certificat n'est plus exigé pour l'utilisation de médiateurs chimiques ou de substances de base. Donc la substance de base, vous voyez, elle est libre d'emploi carrément, ce qui explique aussi pourquoi on va la retrouver dans la gamme amateur des jardins, de protection de jardin. Alors, ça, c'est tout ce que permet l'État par rapport aux produits de biocontrôle. Donc, on y rajouterait le cuivre et les pirates. Donc, délai d'évaluation réduit, taxe fiscale réduite, exemption des interdictions ou obligations suivantes, donc rabais, ristourne. L'agrément phyto, on vient de dire, donc s'il n'y a pas de mention de danger, mais pour ces produits pirates et cuivre, ça l'est. Et puis, depuis le début de l'année, tout ce qui concerne les riverains, donc tous les produits de biocontrôle sont exemptés de zones non traitées. Alors, sauf, bien sûr, examinés par l'État, qui donc peut dire, ah ben non, il faut quand même une zone parce qu'il y a des risques. Et il y a des produits à base de cuivre qui sont avalables. Donc, ça ne veut pas dire que tous les produits sont exemptés, ça veut dire que de base, ils sont exemptés, sauf si on les estime dangereux. Alors, par contre, les produits qui sont sur la liste biocontrôle, ça redonne encore des avantages supplémentaires. C'est dans le décompte de l'IFT en agriculture biocontrôle et le nodulaire, tous ces produits sont hors, donc sont biocontrôle, donc opposés aux autres qui sont hors biocontrôle. C'est pour ça que tout à l'heure, je disais, le cuivre, les pirates sont comptabilisés dans l'IFT, mais pas le soufre, par exemple, qui fait partie de la liste biocontrôle. Donc, on peut faire de la publicité commerciale, on peut les utiliser dans les espaces verts, forêts, voiries, promenades accessibles au public. On peut donc les utiliser en tant que produits amateurs, utiliser quand même l'approbation de l'État. Et puis donc, ils font l'objet aussi de CEPP, on va juste en parler après. J'avais un point quand même à dire sur donc, cette partie-là, qui est la reprise de la loi Labbé, hein, que vous connaissez sans doute, qui limite un certain nombre de produits. La loi Labbé, elle dit produits de contrôle, mais aussi produits Labbé. Donc on peut utiliser du cuivre dans les espaces publics, on peut utiliser les pirates. Alors ensuite, les CEPP, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais en agriculture, il avait été décidé dans le plan EcoFIFO 2 de mettre des actions, de promouvoir des actions pour utiliser moins de phyto et utiliser des solutions alternatives. Et donc, c'est une obligation pour les distributeurs d'arriver à un nombre de certificats acquis au bout des années, sinon il y a des pénalités. Ce système est en train d'être revu puisqu'il va y avoir séparation dans le conseil, mais c'était le principe de départ. Donc il y a des actions, et le biocontrôle, vous voyez, il représente à peu près un tiers des actions actuelles. Derrière, il y a l'agroéquipement qui est important. Vous verrez aussi des matériels qui rentrent dans ces CEPP, puis après vous avez différentes choses, matériel végétal, outils d'aide à la décision. Et dans le biocontrôle, vous avez plus important les substances naturelles, en France, hein, les micro-organismes, et puis après les macro-organismes et les médiateurs chimiques, et on retrouve nos pièges, on a évoqué avant. Alors, en GEVI, donc tout ce qui est jardin, espace végétalisé, infrastructure, c'est encore plus compliqué parce que la réglementation
structure pour l'instant l'application des produits en fonction des lieux et de leurs caractéristiques. La loi Labbé, elle s'occupe pour l'instant des espaces gérés par des gestionnaires publics. On est dans des espaces fréquentés par du public, voire des espaces fréquentés par des personnes vulnérables. Donc ça cloisonne encore les choses, dans lequel il y a une définition précise. Et après, vous voyez, il y a des espaces gérés par des gestionnaires privés, du droit privé, puis bien sûr par les particuliers. Donc ça, c'est aussi la loi sur la transition énergétique qui a rajouté des points de réglementation. Alors, pour un particulier, le particulier applicateur, il n'a droit qu'aux produits à usage amateur, on peut autoriser dans les jardins. Limite la gamme de produits qu'il a à disposition. Par contre, il fait appel à un prestataire, un paysagiste ou un entrepreneur. Celui-ci doit avoir bien sûr le certificat, sauf si, on l'a dit tout à l'heure, il applique les substances de base ou les produits de biocontrôle non classés. Et il doit avoir donc un agrément, sauf s'il applique des produits de substances de base. Pour les espaces fréquentés par du public, bon, les exigences ne sont pas énormes au départ. Donc, c'était la première, vous voyez, c'était l'arrêté de 2011 qui disait sur les parcs, jardins, espaces verts, terrains de sport et de loisirs ouverts au public. On n'a pas le droit à ces produits-là. Bon, de toute manière, on ne les voit plus. Ceux-là, ils sont à 12 heures et les autres produits, il faut encarter et c'est tout. Donc, c'était très léger, mais ça reste en vigueur à l'heure actuelle. Ça a éliminé quelques produits de la gamme parce que classés dans ces catégories, ça veut dire que ça a des effets possibles sur la reproduction ou sur les concepts. Donc, dans cet arrêté, il y avait aussi les espaces fréquentés par les personnes vulnérables qui ont été définis. Donc, vous les avez là pour les élèves et les enfants et les lieux de santé ici. Là, on n'a plus le droit d'utiliser que des produits non classés ou au pire classés dangereux pour l'environnement. Donc, je suis dans une école privée, je peux faire donc des traitements phyto. Je suis dans une école publique, je peux faire certains produits phyto, parce que la cour d'école, par exemple, est considérée comme une promenade, donc tombe sous la loi Labbé. Donc, j'ai plus le droit aux produits phyto de synthèse. Je n'ai pas le droit de faire un glyphosate. Par contre, dans une école privée, j'ai le droit. Non, mais après, c'est que une question de droit. Après, bon, chacun. Mais c'est pour montrer quand même que la réglementation, elle est toujours dans la segmentation. Donc la loi Labbé a dit ça, ça date déjà maintenant de 3 ans. Donc on peut utiliser des produits sur la liste de contrôle, des produits AB, des macro-organismes, ou des produits contenant des substances à faible risque de base dans ces espaces qui ont été définis. Espaces verts, forêts, promenades, voiries, ce qui en est en extrait quand même quelques-uns, dont les écoles qui tombent sous le règlement personnes vulnérables. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu compliqué aussi. Et la loi Potier a rajouté quelque chose en disant, dans ces espaces-là, quand même, s'il y a un arbre séculaire qu'on veut sauver, on peut faire des phytos dessus, par dérogation, auprès des services de la DRAF, du SRAL local. Et puis, donc, patrimoine ou parasites qu'on ne peut pas gérer avec ces produits qui sont listés ici. J'avais mis Charançon, puis pas la même fois, des nématodes. Donc, ça veut dire quoi dans tous ces espaces qui montrent la complexité aussi? C'est que des espaces gérés par des gestionnaires publics, il y a des restrictions suivant les milieux. Je peux faire des phytos dans un cimetière public, par exemple. Par contre, si ce cimetière est classé promenade, comme certains cimetières parisiens, les cimetières de la Première et Deuxième Guerre mondiale, j'ai plus le droit. Même si c'est un territoire reconnu étranger, puisque c'est sur un sol français au départ. Donc là, il y a des restrictions d'utilisation encore sur les stades, mais plus par catégorie de produits.
compte un stade, c'est que ça ne rentre pas dans la voie lavée, un stade public, municipal, vous pouvez faire des phytos. Et puis, bien sûr, dans les espaces fréquentés par les personnes aînées. Puis on a vu les autres, donc les phytos sont utilisables dans tous les espaces gérés par des gestionnaires privés ou droit privé. Alors, il y a une document justement de plan des cités que j'ai mis en lien, je pense, on ne va pas l'ouvrir, mais qui est là, et qui vous donne donc des à droite, hein, et donc vous cliquez dessus, vous y arrivez, qui reprécise toutes ces données à l'heure actuelle. Ça va évoluer, c'est la dernière diapo. Il y a un projet d'extension de cette voie lavée, qui est en discussion, qui est même en train d'être, que vous avez le droit de répondre. Donc, vous voyez, ça permettrait d'étendre ce point-là à tous ce qu'il a appelé des trous dans la raquette, parce qu'il y a toujours des trous, notamment les jardins des copropriétés, parcs et jardins privés, parce que là, on peut traiter. Ça permet de revoir les choses. Les résidences hôtelières et les campings, même si les campings sont reconnus comme lieux de loisirs, quelque part, donc avec des restrictions dans les produits utilisables en privé, dans un camping privé, et donc, théoriquement, pas de phyto dans les campings publics. Les jardins familiaux, les parcs d'attraction, les zones commerciales et les lieux de travail, par exemple, un parking de centre commercial, comme c'est privé, souvent, on peut traiter. Les établissements d'enseignement et de santé privés, qui sont dedans. Alors, les terrains de sport, il y a encore des choses à préciser. Donc, il y aurait une dérogation pour des équipements sportifs de haut niveau dont l'accès peut être maîtrisé et pourrait même être étendu après le 1er janvier 2025. On reste quand même dans les espaces non concernés, les forêts privées, les voies SNCF, les abords d'autoroute, les zones techniques, les autoroutes, les zones techniques, et le stockage des entreprises. Et il y a une grosse controverse autour des SDHI, qui est une famille chimique de fongicides qui sont pas mal utilisés pour l'entretien des pelouses, notamment golf, hippodrome, puisque c'est pour lutter contre les maladies du gazon. Et donc, il sera encore autorisé selon la réglementation sur ces terrains de sport. Donc, vous voyez que la réglementation, j'ai essayé de la rendre la plus claire possible, mais ce n'est pas toujours évident, puisqu'il y a toujours des exceptions par-ci, par-là, et il faut se replonger. Donc, c'est pour ça que quand vous avez des documents comme ceux de nos collègues ont été cités sur ces aspects-là, il y a aussi le fait que ça évolue, et que ça va encore évoluer. Il y a beaucoup quand même d'efforts sur la prise de conscience, et même dans les espaces où il y a encore les phytos autorisés, vous avez des restrictions qui sont engagées par la personne. Et donc, les produits de biocontrôle ou AD, entre guillemets, peuvent être des solutions alternatives. Il ne faut pas oublier qu'il y a tout ce que j'ai dit avant, les méthodes physiques, vous allez voir aussi ici, la prévention, la prophylaxie. Bon, on sait bien que l'installation d'un arbre ou de plantes dans un espace, si on ne raisonne pas, ça va conduire à des déséquilibres qui peuvent faciliter aussi des attaques de bioagresseurs. Donc, on a été peut-être avec les phytos dans un esprit de grande liberté pour faire un peu ce qu'on veut. Il faut revenir peut-être plus humble sur la maîtrise de la nature et se dire il faut des plantes adaptées, robustes. Et comme ça, on va pouvoir se dégager de toutes ces problématiques pour les protéger, parce que sinon, on ne s'en sortira pas, on le voit bien. Mais bon, on sait aussi que le commerce, les clients réclament parfois des choses. Il faut aussi leur apprendre ce retour au végétal, qui n'est pas comme du minéral ou autre, qu'on ne manipule pas de la même manière. Et qu'on peut sensibiliser par des mauvaises pratiques. Bon, la réglementation, elle nous y aide quelque part à revenir sur ces aspects-là, parce que sinon. Alors, malheureusement, ce qu'on voit aussi, c'est que dans les villes, c'est qu'on devient tout minéral plutôt que du végétal, parce que c'est plus simple à gérer.
fallait simple, à passer du Karcher. Oui, oui, non. Mais quand même, hein, il y a vraiment des espaces maintenant minéralisés. Et parfois, c'est un peu triste. Hein. Bon, j'espère que j'ai répondu à vos attentes. S'il y a des questions, il ne faut pas hésiter. Je ne sais pas si on est dans le temps.